L'onde de choc provoquée par le déballage des archives de Jeffrey Epstein ne s'est pas arrêtée aux frontières américaines ou européennes. Elle a traversé l'Atlantique pour atteindre de plein fouet l'Afrique de l'Ouest et plus précisément les lagunes d'Abidjan. Au cœur de la tempête, un nom familier pour les Ivoiriens apparaît des centaines de fois dans les documents déclassifiés, celui de Nina Keïta, nièce du président Alassane Ouattara et épouse de l'actuel ministre du Travail Adama Kamara. Son implication présumée a immédiatement enflammé la toile et les états-majors politiques ivoiriens. Si l'opposition, notamment le PDCI, s'est emparée du sujet pour fragiliser le pouvoir et que l'opinion oscille entre amusement et dégoût, il est urgent de dépasser l'émotion. Ce que nous allons nous employer à faire aujourd'hui, ce n'est pas du voyeurisme, ce sera d'analyser cette affaire sous le prisme froid de la diplomatie des réseaux, du lobbying international et des marchés de la défense. Car derrière le name dropping, il y a des enjeux d'État bien réels qui lient l'entourage du financier déchu au sommet de l'État ivoirien. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si ces thématiques te passionnent, tu es bien évidemment au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Déjà, qui est Jeffrey Epstein et pourquoi cette affaire défraie-t-elle tant la chronique? Jeffrey Epstein, c'était un financier américain milliardaire et accusé de plusieurs crimes sexuels sur mineurs. En 2019, il est arrêté aux États-Unis pour exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs. Il est alors accusé d'avoir fait venir des mineurs dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach pour obtenir des actes sexuels contre de l'argent entre 2002 et 2005 au moins. Et déjà en 2008, il a été condamné pour avoir eu recours au service de prostituées mineures. Mais ce n'est pas tout, le milliardaire a acheté une île appelée Little St. James dans les Caraïbes en 1998 et pour te donner une idée de ce qu'il s'y passait, l'île a été renommée l'île de la pédophilie. Bref, Epstein est notamment accusé d'avoir organisé des orgies avec des filles mineures qu'il faisait venir par jet privé. En août 2019, avant de pouvoir être jugé, Jeffrey Epstein se pend dans sa cellule. En fait, si tout le monde parle de lui, c'est parce qu'une juge de New York a ordonné de faire révéler, janvier 2024, une liste de 180 noms des personnes victimes, proches, mais aussi des complices présumés liés au réseau d'Epstein. Et le milliardaire côtoyait beaucoup de monde et beaucoup de célébrités. Ensuite, commençons par évacuer le volet le plus commenté, le rôle de Nina Keïta. La rumeur la plus tenace l'accuse d'avoir été l'entremetteuse ayant présenté Jeffrey Epstein au président Alassane Ouattara. Nina Keïta est une ancienne mannequin. Elle évoluait dans les cercles mondains que le financier new-yorkais Jeffrey Epstein fréquentait. Nina Keïta est la nièce du président Alassane Ouattara. Elle a 44 ans. Ancien mannequin, elle a été conseillère au ministère ivoirien du budget. Nina Keïta est actuellement la numéro 2 de la société publique de gestion de fonds pétroliers de la Côte d'Ivoire. Son nom apparaît 300 fois dans les 3 millions de documents qu'a publié le 30 janvier le ministère de la Justice américain. Elle aurait ainsi échangé des centaines de mails avec Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018. Selon les documents de la justice américaine, Nina Keïta lui aurait ainsi présenté à New York son oncle Alassane Ouattara en 2011, qui venait d'accéder au pouvoir. Les liens auraient été ainsi renforcés par une visite en 2012 à Abidjan. Dans ces mails, Jeffrey Epstein se réjouit de connaître la nièce du président depuis des années. Quelle était la nature de leur relation? À l'heure actuelle, c'est le flou total. Les éléments disponibles suggèrent davantage qu'ils entretenaient des relations amicales de circonstances, des gens de la jet set qui se fréquentent et qui se connaissent, beaucoup plus qu'une complicité de Nina Keïta au travers de Jeffrey Epstein. Il lui est également reproché d'avoir introduit des jeunes femmes ivoiriennes dans l'entourage de Jeffrey Epstein. Précisons qu'a priori, les personnes concernées étaient majeures. Selon le contenu des mails, en janvier 2012, Nina Keïta aurait réservé la suite ministérielle de l'hôtel Ivoire, le mythique palace d'Abidjan, pour le séjour de Jeffrey Epstein. Le milliardaire lui dit espérer voir de très jolies filles là-bas. Ce sera le cas, lui garantit Nina Keïta. Dans les documents révélés par le ministère de la Justice, il n'existe aucune preuve attestant la présence de mineurs lors de ce séjour. En mai 2011, alors qu'il lui réclamait une raison de revenir en Côte d'Ivoire, Nina Keïta lui envoie 3 photos d'une dénommée Sadia. Elle a 25 ans, mais elle a aussi beaucoup d'amis à Paris. Tu peux commencer par la rencontrer et lui demander. Je suis sûr qu'elle en sera ravie, lui répond Nina Keïta. Lorsque plus tard dans les échanges, Jeffrey Epstein dit les préférer en dessous de 25 ans, Nina Keïta lui envoie une photo d'une jeune femme présentée comme la sœur de Sadia. Dans ce milieu, la mise en relation est une aptitude que vous devez avoir et il faut souligner que ça n'implique pas nécessairement la connaissance des dérives criminelles de Jeffrey Epstein. Mais se focaliser là-dessus, c'est regarder l'arbre qui cache la forêt. Car Jeffrey Epstein n'était pas qu'un mondain pervers, c'était avant tout un lobbyiste redoutable.
table. Si Nina Keita a été la porte d'entrée de Jeffrey Epstein à Abidjan, c'est parce qu'il voulait y faire du business, et pas n'importe lequel. Le marché très sensible de la haute sécurité, plus précisément de la cybersécurité. Nous sommes donc au début des années 2010, Alassane Ouattara vient d'accéder au pouvoir. Après une crise post-électorale sanglante, il a de grandes ambitions pour reconstruire le système sécuritaire du pays et veut doter la Côte d'Ivoire d'outils de pointe pour le contrôle du cyberespace, officiellement pour lutter contre le terrorisme et la criminalité. Il s'est également appuyé sur un outil beaucoup plus discret et redoutable, les technologies d'interception et de surveillance issues du complexe militaro-industriel israélien. Un ensemble assez important d'emails qui ont fuité a permis d'établir que c'est dans les années 2012-2014 que s'est nouée l'architecture sécuritaire qui a par la suite permis au régime d'Alassane Ouattara de mettre en place, main dans la main avec des sociétés privées et de hauts responsables israéliens, une machine implacable permettant d'écouter les communications téléphoniques et d'espionner les échanges sur Internet, de mettre en place des centres de vidéosurveillance et d'organiser la refonte de l'appareil de renseignement ivoirien. Et donc, Jeffrey Epstein a flairé l'opportunité. Il a tenté de peser sur ce projet colossal de surveillance et de monitoring national des télécommunications, contrôle de la téléphonie et d'Internet. Et donc, pour vendre ce type de technologie, il faut être quelqu'un d'important qui a des garanties solides. Et Jeffrey Epstein n'est pas venu tout seul. Son partenaire clé dans cette affaire n'est autre qu'Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. Le tandem Jeffrey Epstein et Ehud Barak mobilise d'anciens officiers du renseignement israélien pour concevoir ces plans de surveillance. Quel a été le résultat de ce lobbying intense? Il semble avoir été fructueux. Cette initiative privée a servi de socle à la signature d'un accord de défense et de sécurité entre Tel Aviv et Abidjan. Des sociétés comme Carbine, dont Jeffrey Epstein était d'ailleurs un des actionnaires, mais également d'autres sociétés de reconnaissance faciale, se sont positionnées sur le marché ivoirien. Le lobbying de Jeffrey Epstein a contribué à institutionnaliser la présence technologique israélienne au cœur de l'appareil sécuritaire ivoirien, à savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a une grosse communauté libanaise. Une partie d'entre elles serait suspectée de financer le Hezbollah. Israël étant en guerre contre le Hezbollah, partout où il y a des sources de financement du Hezbollah, ils essayent de surveiller cela comme le lait sur le feu, et donc ce partenariat avec la Côte d'Ivoire tombait à pic pour les autorités israéliennes. Et cette coopération qui en a découlé n'est pas pour déplaire à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara aime diversifier au maximum ses partenariats. Il passe pour être le meilleur élève de la France-Afrique, mais la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays très attractif, le monde entier la courtise, et même si Paris a encore aujourd'hui une place assez importante sur le marché ivoirien, ils ne sont pas un pays conquis. Dans la géopolitique actuelle, les contrats technologiques ou les contrats d'armement servent souvent de monnaie d'échange pour obtenir un accès privilégié au centre du pouvoir, que ce soit à Washington, à Moscou, à Paris ou à Pékin. On l'a vu d'ailleurs avec les Allemands ou les Danois qui ont acheté des F-35 aux États-Unis ou d'autres technologies militaires américaines pour pouvoir amadouer Donald Trump. Acheter des armes à un de ces pays, ça veut dire des relations qui vont être à long terme. Et lorsque vous achetez des F-35 aux États-Unis ou des Rafales à la France, vous avez un partenariat stratégique avec eux. Et si demain vous rencontrez un problème, vous avez des canaux privilégiés pour pouvoir échanger. Et donc c'est pour ça que les pays qui ont les moyens n'hésitent pas à être des bons clients de ces pays qui ont un secteur militaro-industriel très développé. Et en facilitant l'entrée d'Epstein, les émissaires ivoiriens ne cherchaient pas qu'un outil technique. Ils cherchaient un allié influent capable de plaider leur cause dans les cercles financiers mondiaux. Mais ce réseautage au sommet a un coût exorbitant pour le contribuable ivoirien. Des courriels entre Ehud Barak et Jeffrey Epstein qui ont été rendus publics. Jeffrey Epstein a fait savoir à Ehud Barak que son implication dans ce dossier permettrait de gagner des centaines de millions de dollars supplémentaires. À savoir que pour ce type de marché, en général, on est beaucoup plus dans l'ordre d'une dizaine de millions de dollars. Et donc, y a-t-il eu surfacturation? Est-ce qu'il y a eu une opération de lobbying qui a été financée sur les deniers publics ivoiriens? Les Ivoiriens sont en droit de le savoir. Et dans ce marigot politique ivoirien, une autre figure majeure apparaît, celle de feu Ahmed Bakayoko, alors puissant ministre de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko a reçu Jeffrey Epstein à son domicile à Abidjan. Des photos de ce déjeuner sont aujourd'hui disponibles, ont été rendues publiques.
Pourquoi un homme politique si avisé qu'Ahmed Bakayoko fréquenterait-il un personnage déjà sulfureux? À savoir qu'en 2010, Jeffrey Epstein a été rattrapé par la patrouille, présenté devant un tribunal. Il a été poursuivi pour agression sexuelle sur une trentaine de femmes. Il a été condamné, il a fait de la prison. Ça a été rendu public. Tout aurait pu s'arrêter là. C'était la première occasion de mettre Jeffrey Epstein définitivement hors d'état de nuire. Mais ses avocats vont réussir à négocier un accord historique avec la justice américaine. Alors que le financier encourt la perpétuité, il est finalement condamné en 2008 à 18 mois de prison, dans cette cellule VIP jamais fermée. Au bout de 3 mois, il est même autorisé à sortir 12 heures par jour. C'est absolument choquant. Franchement, si n'importe quel autre individu aux États-Unis avait agressé 30 mineurs, il aurait été emprisonné à vie. Le 22 juillet 2009, Jeffrey Epstein est libéré. Pendant 10 ans, il va continuer à perpétrer de nouveaux crimes sexuels en toute impunité. Donc les autorités ivoiriennes devaient savoir. S'ils ne le savaient pas, c'est d'autant plus grave. Et si Ahmed Bakayoko l'a fait, c'est tout simplement pour de la réelle politique. Ahmed Bakayoko nourrissait des ambitions présidentielles. Si en 2021 il n'avait pas disparu, aujourd'hui il aurait fait partie des piliers les plus importants du RHDP et l'un des successeurs d'Alassane Ouattara les plus solides. Et comme Alassane Ouattara est un peu son père spirituel, il marchait dans ses pas. Alassane Ouattara a un réseau important, de George Soros à Nicolas Sarkozy. Lors de l'élection présidentielle de 2010, George Soros a financé une partie de la campagne d'Alassane Ouattara. Là aussi, on est en droit de se demander pourquoi un milliardaire a financé la campagne d'Alassane Ouattara. Ces gens ne sortent pas $1 sans que ça ne leur rapporte. Lors de la crise post-électorale de 2011, l'amitié avec Nicolas Sarkozy a permis de pouvoir asphyxier Laurent Gbagbo, de le contraindre à lâcher son fauteuil. Nicolas Sarkozy a fait preuve d'un activisme important pour qu'Alassane Ouattara devienne président. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Et ça, Ahmed Bakayoko l'a vu et a souhaité dupliquer. Il a souhaité créer lui-même sa propre toile d'araignée et connaître Jeffrey Epstein à cette époque est un game changer important. Il suffit de regarder ce qu'il a fait ailleurs en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal par exemple. L'exemple le plus frappant est celui de Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal. Il a été président de 2000 à 2012 de mémoire. Dans les mails qui ont été rendus publics, Jeffrey Epstein et Karim Wade semblaient être assez proches, ils avaient des discussions assez grivoises. Dans l'un des échanges, Epstein rêve d'un palais au Maroc et Karim Wade a des idées. Il lui dit, n'oubliez pas la partie harem dans la maison, écrit-il donc en novembre 2011. Je serais ravi de m'en occuper, dit-il. Alors quelques mois plus tard, c'est un endroit où il y a des femmes disponibles à volonté. Exactement. Donc la déviance et le penchant de Jeffrey Epstein étaient déjà reconnu en fait par ses amis et par son cercle en quelque sorte, notamment par Karim Wade qui lui propose donc de fournir cette partie divertissante, si on peut dire ça ainsi. Lorsque Abdoulaye Wade a quitté la présidence du Sénégal, Karim Wade a été poursuivi par la justice. Jeffrey Epstein lui est resté fidèle. Il a payé ses avocats plus de $500 000 d'honoraires d'avocats. Il a mobilisé ses réseaux à l'ONU, condamne et fasse une pression sur les autorités sénégalaises. Et Karim Wade est arrêté en avril 2013, inculpé pour enrichissement illicite. Fait arrive devant les tribunaux en 2015. Pendant que Karim Wade est en prison, Epstein reçoit une facture, celle de l'avocat, fils d'Abdoulaye Wade, et est adressée à Southern Trust Company, la société de conseil d'investissement de Epstein. Donc c'est Epstein qui finance et qui paye les avocats de Karim Wade. Montant réclamé $500 000. Moins d'un an plus tard, en mars 2015, Wade est condamné à 6 ans de prison. Et Epstein ne le lâchera pas malgré cette déroute. Exactement. Alors à l'été 2015, Epstein s'active et continue de s'activer. Il sollicite l'avis de Torbjørn Jagland, qui est alors le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Epstein le contacte pour savoir s'il est possible de saisir la Cour européenne des droits de l'homme afin de contester la condamnation de Karim Wade. La même année, le lobbying marche et un groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU juge la détention de Wade arbitraire. Karim Wade finira par être libéré en 2016, mais grâce à l'entremise de Tamim Al-Thani, l'émir du Qatar. Et le cas Karim Wade vient justement illustrer ce mode de fonctionnement de l'élite qui fonctionne en réseau, en cercle interconnecté. Et ça aussi, Ahmed Bakayoko le savait. C'est pour ça que fréquenter Jeffrey Epstein, ou en tout cas le connaître, à cette époque, était un game changer important
pour qui voulait devenir président de la Côte d'Ivoire. Pour Ahmed Bakayoko, fréquenter Jeffrey Epstein, c'était exploiter son carnet d'adresses, pas nécessairement adhérer à ses mœurs. Dès qu'on entend qu'il y a un nom dans les dossiers Epstein, tout le monde démarre au quart de tour, c'est la suspicion généralisée. Côté politique ivoirienne, ce scandale a permis au PDCI, qui s'est empressé de demander des comptes au gouvernement ivoirien, y voyant une occasion de fragiliser le camp présidentiel. Cette offensive médiatique, menée notamment par Soumaïla Brendoumi, le porte-parole du PDCI, ressemble davantage à une stratégie de survie qu'à une réelle exigence morale. Le parti est englué dans une crise interne profonde, après le fiasco des dernières échéances électorales où le PDCI n'a pas présenté de candidat à l'élection présidentielle et a perdu la moitié de ses députés à l'Assemblée nationale. Le leadership de Tidjane Thiam est aujourd'hui ouvertement contesté. Lorsqu'il a décidé de refaire de la politique et qu'il a réintégré le PDCI, un vent d'espoir s'est élevé, intelligent, background important, richissime, carnet d'adresses XXL. Les militants du PDCI se sont dit qu'il allait être le parfait cheval pour pouvoir battre le RHDP et reconquérir la présidence de la République ivoirienne. Aujourd'hui, la déception est immense. Son leadership a mené le PDCI dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Il s'est auto-exilé à Paris. Il dirige dorénavant le parti à distance et cette déconnexion de Tidjane Thiam provoque une hémorragie. Vous avez des militants qui quittent le PDCI soit pour rejoindre le RHDP, soit pour arrêter la politique, tellement ils sont dégoûtés. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Jean-Claude Ndry, l'ancien directeur de cabinet d'Henri Konan Bédier, qui a rejoint le RHDP et d'autres pourraient le suivre. La fronde s'intensifie au PDCI. Les députés Emou, Yassé, Valérie Yapo rejettent de plus en plus le leadership de Tidjane Thiam. Pour eux, il n'est pas légitime. Pendant que eux ont vécu les moments difficiles qu'a connu la Côte d'Ivoire, lui, il était planqué en Europe. Il est arrivé à la dernière minute leur ravir la présidence du parti sous leur nez et le prétexte de la désignation du président du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée a été l'occasion de faire éclater à nouveau les dissensions que connaissent le PDCI. Aujourd'hui, de nombreux militants donnent raison à Jean-Louis Billon, qui a été le premier à s'opposer aux méthodes de Tidjane Thiam. Beaucoup aujourd'hui lui emboîtent le pas. Et donc, cette affaire Epstein permet au PDCI de détourner l'attention, gagner du temps, et c'est pour ça qu'il pilonne la présidence ivoirienne. Alors, que retenir de tout cela ? Aujourd'hui, l'opposition ivoirienne, notamment le PDCI, comme on a pu le voir, utilise cette affaire pour mettre la pression sur les autorités ivoiriennes, qui pour l'heure se muent dans le silence. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, va-t-il situer l'opinion sur les connexions du pouvoir ivoirien avec Jeffrey Epstein et l'apparition du nom de la nièce d'Alassane Ouattara dans ses dossiers ? Après tout, Nina Keïta n'appartient pas au gouvernement. Ce n'est pas une personnalité publique. Rien n'indique qu'elle ait posé des actes qui soient illégaux. Mettre en relation des gens puissants entre eux n'est pas répréhensible. Si elle a eu des relations avec Jeffrey Epstein, ça la regarde. Il ne faut pas être submergé par le bruit ambiant. On met la loupe sur ce qui pourrait paraître anecdotique. L'opinion publique se gausse de ce scandale. Mais attention, se limiter au ragot mondain, c'est tomber dans un piège. Ces liens troubles nous révèlent des enjeux bien plus vastes sur la façon dont le monde est réellement dirigé. La réalité, c'est que Jeffrey Epstein n'est pas qu'un prédateur sexuel. Il jouait le rôle d'interface pour de nombreux services de renseignement étrangers, principalement américains du Golfe et la France. Quel était son rôle ? Gérer et déplacer les avoirs cachés ou gelés dans les banques occidentales. Prenons le cas par exemple de la Libye. En 2011, la Libye avait placé des milliards de dollars dans des banques américaines, britanniques, françaises. Et lorsque la bourrasque du printemps arabe a soufflé, Mouammar Kadhafi a tenté de réprimer. Conséquence, les sanctions ont frappé le régime libyen. Le Conseil de sécurité a pris la résolution 1970 qui a été adoptée à l'unanimité. Les partenaires de la Libye, donc Chine et Russie, se sont abstenus. Et cette réaction forte de la communauté internationale d'imposer un embargo sur les armes, une interdiction de voyager et un gel des avoirs financiers de la Libye et de Mouammar Kadhafi et de ses proches. À ce jour, il se pourrait qu'une partie de ces fonds ou des intérêts qu'ils ont générés ait été détournée. Très certainement
grâce à la technicité de Jeffrey Epstein. Et cette affaire rappelle étrangement le scandale du Safari Club. Quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressant là-dessus. Alors attendez, vous dites c'est le système quotidien, vraiment? Oui. Mais c'est d'une banalité. C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous c'est banal? C'est absolument banal. C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, moi, excusez-moi, je connais pas de dirigeants politiques forcément qui sont mêlés dans tous les réseaux pédocriminels. Vous avez peut-être zappé des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais je veux bien que vous me les rappeliez alors. Dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la Commission Church aux États-Unis, qui a révélé les pratiques absolument abjectes de la CIA, infiltration de la presse, manipulation d'opinion publique, assassinat politique. Ça a donné un énorme scandale. Le Sénat américain a verrouillé en 75 la possibilité de la CIA de faire des actions un peu déviantes. Le résultat, c'est qu'Henry Kissinger, qui était le grand Sherpa de la diplomatie américaine à l'époque, a réuni la France et les monarchies du Golfe pour continuer les actions de lutte contre les soviétiques et le communisme, notamment sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Ça a donné ce qu'on a appelé le Safari Club. Se sont joints à cette alliance entre les Saoudiens et les Français, les services de l'Iran, du Shah, les services de l'Égypte, de Sadat et les services marocains de Hassan II, et tout ce petit monde, des années durant, a orchestré les bases œuvres de la guerre froide du camp occidental sur deux continents, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc pour vous, c'est pas cette affaire Epstein, finalement, c'est dans la lignée des choses, ça ne vous étonne pas? Epstein, dans l'histoire, était, entre son passage à Bernstein et le moment où il est devenu indépendant, était l'un des grands magiciens de la finance de l'époque pour déplacer des fonds occultes, ce qui à l'époque n'était pas quelque chose que les services de renseignement maîtrisaient, c'est pour ça qu'il apportait des compétences précieuses, et puis il avait une compétence clé qu'il mettait en avant dès sa première entreprise à sa sortie de Bernstein, qui était récupérer les fonds cachés par des dictateurs de façon à récupérer des produits financiers. Les Epstein Files et le Safari Club partagent des similitudes frappantes, car tous deux illustrent une forme de diplomatie de l'ombre et de réseau d'influence agissant en dehors de tout cadre légal. Adnan Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, a joué quasiment le même rôle que Jeffrey Epstein. Le Safari Club réunissait la France, les monarchies du Golfe, pour lutter contre le communisme en Afrique. Ils ont monté des opérations, des financements ont été déplacés, gérés pour pouvoir mener à bien ces missions. Il y avait également de la traite humaine, des femmes étaient livrées à des hommes puissants. Le Safari Club et les Epstein Files, c'est limite comme si on regardait dans un miroir. Et donc, ces hommes influents étaient importants parce qu'ils avaient des compétences financières liées au pouvoir, mais surtout à la diplomatie. Jeffrey Epstein possédait une expertise que les services de renseignement maîtrisaient mal ou ne pouvaient tout simplement pas opérer. Ils ont besoin d'hommes liges pour faire certaines missions pour eux, de brouiller les pistes au maximum. Cette expertise unique le plaçait au centre d'une diplomatie de l'ombre, héritière donc du Safari Club, faisant de lui le dépositaire de secrets financiers les plus compromettants des élites mondiales et de certains États puissants. C'est précisément ce savoir qui rend les circonstances de la mort de Jeffrey Epstein en 2019 si suspectes. Alors qu'il était le détenu le plus surveillé des États-Unis, une série de coïncidences improbables a eu lieu. Les caméras de surveillance de son unité sont tombées bizarrement en panne. Les gardiens n'ont pas fait de leur ronde et se seraient tous endormis. Et sa surveillance anti-suicide a été levée juste avant les faits. Ça ressemble plus à un homicide qu'à un suicide, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Mais le docteur Baden affirme que les autorités américaines n'ont jamais remis en cause la thèse du suicide. En devenant une menace directe pour l'intégrité des réseaux qu'il servait, Epstein est passé du statut d'allié stratégique à celui de maillon faible, radioactif, qui peut risquer de faire tomber presque tout le monde avec qui il a été en affaires. Au premier rang desquels Donald Trump. Le président américain pourrait être dans une position délicate. Quasiment pendant 20-30 ans, il a fréquenté Jeffrey Epstein. Il se connaissait. Dans les 3 millions de fichiers qui sont toujours classifiés, les élus américains qui ont pu les consulter disent qu'il y a énormément de choses qui pourraient faire tomber Donald Trump dans ces dossiers. À la Maison-Blanche, en ce moment, ils sont en situation de crise. Vous me direz, c'est limite une routine pour eux, tellement il y a des crises incessantes depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir. Toutes les semaines ou presque, il y a quelque chose. Un matin, il se lève, il kidnappe le président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas, veut le Groenland, et le surlendemain, on envoie des porte-avions dans le golfe Persique mettre la pression sur l'Iran.
Et on est en droit de se demander si tout ceci n'est pas fait en partie pour détourner l'attention et faire en sorte que ce dossier qui pourrait très certainement déstabiliser le président américain. Une accusation directe à l'encontre du président américain, au moment même où ce dernier fait l'objet de nouvelles suspicions. En épluchant les Epstein Files, le site d'information Daily Beast est tombé sur ce diaporama d'une vingtaine de pages réalisé par le FBI. À la rubrique des personnalités éminentes liées aux prédateurs sexuels, le nom de Donald Trump cité dans 2 témoignages. X a déclaré qu'Epstein l'avait présenté à Donald Trump et qu'il l'avait forcé à baisser la tête vers son pénis qu'elle aurait mordu. X se souvient qu'Epstein l'a présenté à Trump en disant « Celle-ci est bonne, hein ?» Et Trump a répondu « Oui ». Des déclarations impliquant 2 femmes mineures, sans autre preuve tangible pour l'instant, qui tombent décidément mal pour le président américain, accusé il y a 2 jours par Hillary Clinton de dissimuler des éléments le concernant. Ils veulent nous faire témoigner, nous. Pourquoi ? Pour que le président Trump ne soit plus au centre de l'attention. Ce n'est pas compliqué. Il y a quelque chose dans l'attitude de l'administration à ce sujet qui, je pense, nous amène vraiment à conclure qu'ils ont quelque chose à cacher. Il est important de gagner du temps et on serait très certainement en train de vivre une manipulation de masse très importante comme les Américains savent le faire. Et pour ne pas arranger les choses, le procureur général des États-Unis, celle qui dirige le département de la justice, a été convoqué pour une audition au Sénat. Après avoir refusé de répondre à plusieurs questions, la procureure générale a été accusée d'étouffer l'affaire et de continuer à protéger Donald Trump, largement impliqué. Was the president aware? Please stop talking. It is not your time to ask questions. It is not your time. I'm reclaiming my time, Mr. Chair. Was the president aware of Secretary Lutnick's ties to Epstein when he chose him to lead the Department of Commerce? Was he aware? Chris Malin was a Border Patrol agent. Okay, so I'm going to conclude that the president, in fact, did know about his ties because he was the next-door neighbor. Shame on you. Oh, for goodness sakes. This is pathetic. This is pathetic, Mr. Chair. I am not asking trick questions here. The American people have a right to know the answers to this. These are senior officials in the Trump administration. This is not a game, Secretary. I'm Attorney General. My apologies, I couldn't tell. Elle est venue défendre et vanter le courage de Donald Trump, affirmant que c'est lui qui a signé pour que ces documents soient rendus publics, en omettant qu'ils ont été contraints de le faire. Donald Trump, pendant la campagne présidentielle, avait promis qu'il déclassifierait tous les dossiers Epstein, mais lorsqu'il est devenu président, il s'est ravisé. Il a fallu que la justice américaine le contraigne à rendre public ces dossiers, sans quoi il ne l'aurait pas fait. En vérité, le véritable scandale ne se situe pas dans les salons feutrés d'Abidjan. Les vrais enjeux sont ailleurs, et surtout, ça réside dans la manière dont nos démocraties utilisent des figures comme Jeffrey Epstein pour opérer dans des zones grises. La pédocriminalité, aussi abjecte soit-elle, a pu servir de levier de contrôle, les fameux compromates, sur cet agent d'influence ou de parasite médiatique pour occulter une machine de guerre économique bien plus vaste. Le véritable enjeu de cette affaire se situe exactement à ce niveau. Ne vous laissez pas distraire par l'écume des vagues médiatiques. Restez focus, regardez dans les profondeurs. Ne soyez pas dupes. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ce scandale Epstein. Si ce type de vidéo vous plaise, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.